Ok, donc on accueille Jérémy Daniel qui va nous parler de groupe de Lie semi-simple ce matin. Merci. Bonjour. Bon, tout d'abord, j'ai pas préparé cet exposé dans les meilleures conditions, donc je suis désolé si c'est visible. Donc le but, ça va être de papoter un peu sur les groupes de Lie semi-simples, histoire de comprendre un peu qui sont ces groupes de Lie, leurs propriétés, les compositions intéressantes qu'on fait avec. Et donc ça sera surtout un exposé introductif pour différents autres qui suivront, donc notamment celui juste après et puis aussi celui sur l'espace symétrique. Ok, donc chapitre 0. Je rappelle quelques petites choses d'abord générales sur les groupes de Lie. Donc si je prends G un groupe de Lie, c'est-à-dire un groupe qui a aussi une variété C infinie et telle que les opérations soient C infinies, je peux définir son algèbre de Lie. Donc je les noterai toujours avec la minuscule que je souligne parce que je ne sais pas faire de lettres gothiques au tableau. Donc ça, son algèbre de Lie. Donc elle est définie soit comme l'espace tangent AG en élément neutre, soit comme l'espace vectoriel des champs de vecteurs invariants à gauche. Si vous prenez n'importe quel élément de l'espace tangent en élément neutre, vous pouvez le transporter par translation, ça va vous donner un champ de vecteurs invariant à gauche. Et donc ces deux objets sont isomorphes. Et l'intérêt de la description pour le deuxième objet, c'est que ici on a un crochet, et donc cet algèbre, cet résultat est naturellement une structure d'algèbre, l'algèbre de Lie. Donc je rappelle ce que ça veut dire algébriquement. Donc une algèbre de Lie, donc on a un crochet qui est antisymétrique et qui vérifie l'identité de Jacobi. Voilà. Ça, c'est la définition de l'algèbre de Lie, un espace vectoriel muni d'un crochet qui est bilinéaire et qui vérifie ces relations-là. Et donc, à tout groupe de Lie, je peux associer une algèbre de Lie. Réciproquement, c'est un résultat non trivial. Toute algèbre de Lie sur R, de dimension finie, abstraite, et l'algèbre de Lie d'un groupe de Lie. Essentiellement, ce résultat, plus le fait que... donc essentiellement, ce résultat, dans de nombreux cas, va permettre d'étudier les groupes et les applications entre les groupes directement au niveau des algèbres de Lie. Et c'est plus simple parce qu'on arrive dans le monde linéaire. C'est dur ce résultat là. Ok. Pardon? C'est dur ce résultat. Ouais. Ouais. Non, c'est pas. Non. C'est le théorème d'Ado qui dit que c'est des sous-algèbres des matrices, c'est pas très dur. Ouais. Mais Ça c'est dur ça, non? je sais pas si c'est la voie la plus directe. Bah, c'est pas très dur. Si tu sais que déjà que c'est une algèbre de sous-algèbre de matrice. Si tu sais déjà que tu es une sous-algèbre de matrice, ça semble plus facile, mais. Bah, tu l'expériences, non? Ouais, c'est exactement ça. Mais voilà, mais ça c'est pas. Non, ça se fait très bien. Donc voilà. Ok. Et donc plus précisément, qu'est-ce qui se passe dans cette correspondance si je me donne G
algèbre de Lie, il va exister un unique grand G tilde, simplement connexe. Tel que l'algèbre de Lie de G tilde soit égal à G. Et donc ce qui se passe, c'est que on a G tilde ici, ensuite on a différents quotients jusqu'à arriver. Donc tous les quotients qui vont donner l'algèbre de Lie, c'est des quotients par des sous-groupes distingués centraux. Et donc à la fin on quotiente par tout le centre. Donc tout ça ici on a une chaîne de quotients et donc toutes ces choses-là donnent la même algèbre de Lie. Et ce sont les seuls. Voilà, isomorphisme près, on obtient tous les groupes avec une algèbre de Lie donnée comme ça. Ok. Donc dans ce petit schéma-là, le groupe qui est ici, donc c'est ce qu'on appelle la forme simplement connexe. Et ça, ce qu'on appelle la forme adjointe. Le groupe adjoint, si vous voulez, de l'algèbre de Lie. Donc elle est maximalement celle qui a le plus gros pire. Ok. Donc voilà, donc ça c'était des petites précisions très générales. Sur les groupes algèbre de Lie. Donc le groupe le plus gros bien, c'est G tilde sur 300. Ouais. Parce que, en fait, là, tout à l'heure, c'est que tout ce groupe d'un. Non. Le groupe fondamental d'un groupe de Lie est commutatif ou un truc comme ça. Là, le truc, de toute façon, c'est que tu es simplement connexe en haut, et après, tu prends des. Oui, enfin, il y a. Je ne vais pas réussir à bien lire le résultat, mais Parce que là, ce que tu dis, G sur son centre, c'est le plus petit quotient. Ouais. Ok. Ouais. Comme ça, pourtant, c'est un petit groupe. C'est un petit sous-groupe. Bah ouais, mais si tu quotientes par quelque chose de plus gros, tu vas quotienter par quelque chose de plus que zéro dimensionnel, quoi. Si tu quotientes par quelque chose de plus que zéro dimensionnel, tu n'as plus la algèbre de Lie. Donc tu vas quotienter par quelque chose de zéro dimensionnel et il se trouve que tu es forcément central. Ça, en fait, ton explication, c'est dans le cas où le centre est discret, sinon c'est pas. Pardon ? Ton explication, c'est dans le cas où le centre est discret, sinon G tilde sur Z2 G tilde, ça. Il y a l'algèbre de Lie plus petite que. Ouais. Et Ah oui, non, pardon. Sinon, je pense qu'en général, il n'y a pas de quotient minimal. Oui, non, pardon, c'est pas. Mais déjà, il y a un truc que tu dis, c'est que tout ce groupe. Oui, non, désolé, j'ai dit une bêtise. Tout ce groupe distingué discret est central, c'est ça ? Ouais. Ok. Ça, c'est un truc à la con. Ok. Mais, Je suis désolé, je suis filmé, je devrais pas dire ça. Ouais, non, ça c'est. Donc, ça, non, en effet, en général, la forme adjointe, justement, c'est. N'existe pas. C'est vrai quand c'est simple, peut-être. Ouais. Ouais. Quand t'es semi-simple, le centre est discret. Donc voilà, tu vas pouvoir quotienter par n'importe quel sous-groupe distingué dans le centre. Ok. Ok, donc j'en arrive à la notion semi-simple, donc je vais le définir au niveau de l'algèbre de Lie. Donc tout ce que je dis, c'est ici, c'est sur R ou sur C. J'aurais quand même besoin de parler de C à un moment. Donc une algèbre de Lie est semi-simple si elle ne l'est pas. Idéal, résoluble
non trivial. Et donc pour pas m'embêter la vie, ceci est équivalent à pas d'idéal abélien non trivial. Donc un idéal, hein, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui vérifie, qui absorbe tout, tout dans les crochets. Et donc voilà, donc on veut pas, donc l'idée c'est que les idéaux résolus, c'est des idéaux qu'on peut, enfin c'est des choses qu'on va pouvoir construire par chaîne successive de choses abéliennes, donc par des petits blocs relativement élémentaires. Et en gros, on ne veut pas de ça dans une algèbre de Lie semi-simple. Et donc on dit qu'un groupe de Lie est semi-simple si son algèbre de Lie est semi-simple. Ok, alors bon, ceci est très bien. On va avoir on a un critère qui est très pratique pour savoir si une algèbre de Lie est semi-simple ou non. Donc pour ça, il faut que je parle de la forme de Killing. Donc d'abord, si j'ai une algèbre de Lie, je note add l'action adjointe, qui est quelque chose qui est un élément de G associé à un endomorphisme de G, un endomorphisme sur le corps de base, R ou C, qui est simplement à X, j'associe le crochet. Donc j'associe le truc qui a Y associe X crochet Y. Donc ça c'est add. Et donc add X c'est un endomorphisme. Un endomorphisme d'un espace vectoriel, là je peux prendre sa trace. Et donc la définition qui suit fait sens. Donc la forme de Killing c'est la forme linéaire BXY égale trace de add X en add Y. Alors bon, même s'il y a un sens, ça paraît pas forcément facile à calculer. Donc d'abord pour motiver un peu cette définition, donc le théorème de Cartan. G est semi-simple si et seulement si B est non dégénéré en tant que forme linéaire sinon. Voilà, donc c'est un critère purement numérique pour vérifier chose assez simple. Donc en particulier si le centre est non trivial, à ce moment-là, donc, et que x est dans le centre, alors bx, y va être nul pour tout x, et donc puisque adx lui-même est nul, et donc on sera dégénéré, et donc on ne pourra pas être semi-simple. Donc si on est semi-simple, on est de centre trivial, ce qui se vérifie directement avec la définition. Mais... T'as déjà vu? Ouais. Tu pourrais définir ce que c'est qu'un idéal résolu et ce que c'est qu'un idéal abélien? Abélien, bon, ça va, mais résolu. Ben, je dis qu'il n'y a pas besoin en fait. C'est pour ça. Parce qu'en général, c'est la définition qu'on donne, mais elle est équivalente au fait qu'il n'y ait pas d'idéal abélien. Et donc, idéal abélien, donc c'est idéal, c'est ce que j'ai écrit en dessous, c'est qu'il va absorber tout, quoi. Ouais. Et abélien, c'est que quand on fait des crochets de lui avec lui, ça fait 0. C'est bon? Ouais, ok. Non, et idéal résoluble, je peux faire la définition, quoi, mais non, j'en ai si tu dis que c'est pas important, c'est pas important. c'est important, quoi, mais
je mets en définition. Sur la définition, c'est pas juste que quand tu fais les crochets successifs en clean squat, tu tombes sur 0. Si, c'est ça. Si. Donc tu vas prendre ton idéal, tu vas faire son crochet avec lui-même, ça va définir un deuxième idéal, le deuxième idéal, tu vas faire son crochet avec lui-même, etc. Et voilà, tu continues. Ok. Et ça, si à la fin ça fait 0, c'est résolu. Voilà, je ne l'ai pas mis parce que vraiment j'utilise ça absolument. Ok, donc table de carton, G est semi-simple, c'est seulement si B est non dégénéré. Alors, petit exemple. Donc si je prends G égale SNR, on peut trouver par un petit calcul que cette forme compliquée, c'est à une constante près, 2 ou 4, je ne sais plus. C'est juste la trace du produit matriciel, de x et y. Et donc ça, c'est bien connu que c'est non dégénéré. Donc voilà. Alors un truc qui une astuce importante qu'on reverra dans la suite. Imaginons que je prenne la jet de lit suivante. Donc je fixe un entier N, je fixe un entier K plus petit, et je regarde le groupe SUK-N-K, qui est le groupe des matrices unitaires qui préservent une forme hermitienne de signature K-N-K. Ok, et je regarde la jet de lit de ce truc-là. Donc, alors un truc qui n'est pas forcément évident, c'est que la complexification, donc en j'ai une algèbre de Lie réelle, je peux toujours la complexifier pour en donner une algèbre de Lie complexe. Et cette chose-là, ça va être la même chose, SANC. Quand je complexifie, ça fait SLNC, donc c'est-à-dire cette algèbre de Lie réelle là et cette algèbre de Lie réelle là, on l'a même complexifié. Et après, il se trouve que c'est pas très compliqué de voir que le fait que la forme de Killing est non dégénérée, ça passe à la complexification. Et enfin, c'est une équivalence. Voilà. La forme de Killing d'une algèbre de Lie réelle va être non dégénérée si et seulement si sa complexifiée est non dégénérée. Et donc une algèbre de Lie réelle est semi-simple si et seulement si sa complexifiée est semi-simple. Et donc bilan des courses, bah, c'est que puisque ça c'est semi-simple, ça c'est semi-simple aussi. Alors que on va peut-être faire un calcul aussi, mais c'est une autre façon de voir, simplement en disant que c'est la forme réelle de quelque chose qui est manifestement semi-simple. Voilà. Là, c'est vraiment un cas où on passe par la forme de Killing pour démontrer ce que tu viens de dire, ou ça se voit directement sur la définition? Pour ça, que deux formes réelles différentes sont semi-simples, c'est seulement, enfin, tu vois, elles sont semi-simples ensemble. Ou... Ah, je ne pas ton argument sur la forme de Killing, je veux savoir si c'est comme ça qu'on le fait dans les bouquins. Bah, donc le fait qu'une algèbre de Lie réelle est semi-simple, c'est seulement si sa complexifie est élevée. Ça passe par l'équilibre. Je pense que je crois que je n'ai pas d'autre. Oui, il y a un des deux sens qui est trivial, mais sinon. Ouais. J'arrive. Ouais. Pourquoi les groupes semi-simples, c'est tellement important quoi. Enfin, pourquoi cette structure elle fait que c'est à chaque fois les briques qui apparaissent dans les théorèmes Tu précises ta question. je sais pas, en général il semble que énormément de propriétés. Moi j'ai un ami qui regarde des groupes de Lie qui sont pas semi-simples et ils sont quand même très ils sont quand même très importants quoi, mais donc. C'est pas un problème d'importance, c'est je sais pas, mais j'ai l'impression de ce que je vois que c'est un peu la forme irréductible des groupes de Lie. Enfin, je sais pas si. Je sais pas qui a une réponse. Peut-être une définition équivalente sera qu'une algèbre de Lie semi-simple sera la
la somme directe de ces idéaux simples, des idéaux simples qu'il a. Donc, tout algèbre de lit semi-simple est somme directe des trucs simples. C'est pas ceux qui apparaissent comme groupe d'automorphisme des espaces symétriques. Il y a ça. Ah, mais bon, qu'est-ce qu'il y a dans la structure algébrique qui fait que c'est. Disons qu'on a elle est classifiée, alors que les autres. Ça peut- Ouais, mais est-ce que c'est une vraie réponse ça? Parce que, enfin, Non, mais t'as quand même la question. Par exemple, le groupe générale, flottant, simple. c'est rien, dessus, il y a plein de trucs complètement ouverts là-dessus, on sait pas. Voilà, je pense que c'est une théorie qui. Moi, je sais pas. La réponse, ce serait parce que ça fonctionne bien, c'est ça? non, mais ça, en tout cas, c'est une vraie. En tout cas, historiquement, au moins, c'est la réponse, quoi. Disons que c'est vrai que c'est un des grands achèvements de Cartan d'avoir réussi à classifier tous ces machins-là, quoi. Ouais. Et puis c'est aussi bien la philosophie générale de découper une structure algébrique en petits bouts, du coup t'es vite amené à chercher des trucs simples. Mais tu peux, bah, la question que tu poses, tu peux la poser pour la question pourquoi c'est intéressant de regarder les groupes simples et pas les groupes qui sont. Pourquoi pas les deux groupes par exemple. C'est aussi vrai que les groupes simples sont plus faciles. Il n'y a pas d'histoire de classification, des trucs généraux, classiques. Ah, mais les trucs généraux, tu te dis après, tu peux les reconstruire à partir de trucs simples. Ouais, mais tu vois, si la reconstruction c'est. Tu prends un groupe dont le cardinal a une chance de 2, la reconstruction c'est. Ouais, bah, tu l'obtiens dans des trucs avec z sur 2z. C'est pas bien avancé. Tu vois, c'est vraiment des trucs orthogonaux, j'ai l'impression. Soit tu peux regarder des trucs simples dans un structure algébrique, soit tu peux regarder des trucs dont les parties simples, entre guillemets, sont un peu triviales, mais dont la construction est très compliquée. La première chose est toujours plus facile. Ok. Bon. Ok. Et donc, justement, je vais parler un peu de classification. Enfin, je vais même parler beaucoup de classification. De toute façon, je ne démontre pas, le résultat est facile à écrire. Donc, bon, la première chose. Donc, encore une fois, donc ça c'est une autre possibilité de définition. Donc, c'est ce qu'on veut dire, hein, c'est que l'algèbre de Lie semi-simple, produit direct, d'algèbre de Lie simple, donc il suffit de comprendre les algèbres de Lie simple. C'est la première chose. Ok. Donc ensuite, ce qui se passe, c'est que la classification des algèbres de Lie semi-simple, elle se fait d'abord sur C. Une fois qu'on l'a sur C, il reste encore beaucoup de boulot pour l'avoir sur R. Mais d'abord, il faut faire les choses sur C. Donc le résultat suivant, donc, qui est fondamental. Donc une algèbre ça nous donne une liste de types différents pour une algèbre. Dans tout ce que tu racontes là, le corps de base, ça donne n'importe quoi. Au départ, tu as dit. Ce que je dis, c'est que je suis R ou C. D'accord. Donc là, tu as des définitions semi-simples et termes de Cartan, ça vaut aussi pour les dates sur 16. R ou C, j'imagine qu'à un certain niveau pour n'importe quel corps, mais je sais pas. Donc ces deux types, c'est les types suivants. Donc on a le type. Est-ce que ma question supplémentaire, est-ce qu'elles sont dimension finie? Ouais. D'accord. Je suppose que tu as des dimensions. Ouais, c'est bien les trucs que je connais. Donc, bon, je vais l'écrire comme ça va pas être très intéressant. Donc on a le type AN, le type BN, le type CN, le type BN. Le type E6, E7, E8, F4 et G2. Ok, donc ça en gros c'est un code de toutes les algèbres de Lie simples complexes.
Donc AN, ça correspond à quoi? Ça correspond au groupe, un algèbre de Lie des matrices. Si c'est SLN plus 1, même si j'ai écrit AN, pour une raison que je ne vais pas expliquer ici. BN, ça correspond aux matrices orthogonales complexes. Donc, matrice qui préserve une forme quadratique sur C. Ici en dimension impaire 2n plus 1 pour BN. CN, c'est ce qui correspond au groupe symplectique complexe. Et DN, c'est ce qui correspond à SO. BNC. Donc ici, il y a le groupe orthogonal se split entre le BN et DN qui à de nombreux points de vue, n'obéissent pas aux mêmes règles. Et donc en plus de ces quatre familles infinies, on a 5 algèbres de Lie de type exceptionnel qu'on appelle E6, E7, E8, F4 et G2. Bon. Et bon, il me faudrait 2 heures de plus pour expliquer pourquoi cette terminologie et toutes ces choses-là, donc je ne le ferai pas. Mais on retient donc qu'on comprend bien, très bien, quels sont les algèbres de Lie simples sur C. Et simple, ça veut dire pas l'idéal, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, ouais, alors, du coup, simple, ça veut pas dire pas idéal. Et du coup, quand une algèbre de Lie est le produit direct d'algèbre de Lie simple, qu'est-ce que ça implique sur un groupe de Lie qui a ça comme algèbre de Lie? Pas le produit, il va passer au niveau du groupe. D'accord. C'est juste que, c'est toujours pareil, c'est que ça va être au niveau du rayonnement universel, et puis après, comme tu prends des quotients, D'accord, après, ça va être à isogénie près. Du coup, enfin, quand tu as un groupe de Lie semi-simple, ce que tu me dis, c'est que, bon, à part les cas qu'on va voir là, il y a un produit de SLN, SPN, SON. Ouais, là je parle dans le cas complexe. Dans le cas complexe. Ouais. Ça marche pas pareil. Et c'est quoi les groupes de Lie associés au mec C'est aussi ce 7, 8, F4 et G2. Ouais. C'est aussi ce 7, 8, F4 et G2, mais version groupe. Version groupe. C'est Ouais. un mec qu'on connaît ou... Bah, disons que c'est partie des trucs intéressants à étudier, quoi. Mais non, Est-ce que le groupe de Lie associé à ces mecs-là, je l'ai déjà rencontré ou pas? de quoi? Est-ce que je l'ai déjà rencontré? Il y a des trucs que tu peux tenir avec des octonions assez. Est-ce que toi, tu l'as déjà rencontré? Ouais. Ça, j'en sais rien. Si tu l'as pas rencontré sous ce nom-là, c'est peu pour là. Ok, d'accord. Parce que tu pourrais me dire, en fait, ça c'est juste l'algèbre de Lie de... Non, typiquement G2, je sais qu'il y avait des travaux de Cartan où il rencontrait G2 dans je sais plus quelle configuration géométrique qui avait rien à voir. Enfin voilà, et c'était un truc super sympa parce que lui, donc, quand il a fait la classification, si je dis pas de bêtises, quand il a fait la classification, il a vu qu'on pouvait retrouver forcément sur ces trucs-là, mais il n'était pas capable de réaliser toutes ces algèbres, et il me semble qu'il butait. Peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il butait sur G2 et que finalement il a réussi à avoir G2 dans un problème géométrique. Voilà, mais bon, ça je. Comme tu disais, c'était des sous-groupes de matrices. Ouais, non, mais c'est. Mais il y a des jolies images sur Wikipédia sur ces trucs-là, tout ça, enfin, c'est relié à plein de choses. C'est des trucs très durs, quoi, enfin, qui ont énormément de structure et vraiment de symétrie. Ok. Ok, donc si j'ai une algèbre de Lie sur C, je dis que G0, algèbre de Lie sur R, est une forme réelle. Si la complexifiée de G0 s'identifie à G. En tant qu'algèbre de Lie sur C. Je t'embête une dernière fois, tu avais dit, concernant ces complexifications, un truc tout à l'heure, c'était dit donc une algèbre de Lie elle est simple si et seulement si c'est complexifié simple. Ouais. Non, ça c'est faux, semi-simple. Semi-simple et d'accord. Ouais. Et c'est pas vrai si c'est. C'est quasiment vrai. C'est quel? C'est quasiment vrai. Non, mais c'est faux pour un truc à la con. Si tu prends SLNC,
que tu vois comme une algèbre de Lie réelle. Déjà, tu te demandes pourquoi tu fais ça, mais voilà. Quand tu le complexifies, ça devient isomorphe en tant que truc complexe à la somme de lui-même avec lui-même. SLNC avec SLNC, donc c'est plus simple. Ouais. C'est juste ça. En dehors de ça, c'est vrai. Oui, parce que ça, quand tu complexifies, tu peux dédoubler des trucs. C'est ça. Mais en dehors de ça, c'est vrai. Ok, donc ça c'est une forme réelle. Et je dis que la forme réelle est compacte. Donc la forme réelle est compacte. Donc il y a une façon intrinsèque de le dire que je vais écrire tout de suite. Donc la forme réelle est compacte si Killing, la forme de Killing qui est définie négative et définie négative. Et ça, on montre que c'est équivalent au fait que les groupes réels correspondants sont compacts. Ok. Donc ça ne dépend pas du choix du groupe qu'on prend parce que de toute façon le radianement universel d'un groupe de Lie compact est compact. Donc ça c'est intéressant, ça nous dit quand même que l'algèbre de Lie est capable de déterminer à elle seule si le groupe dont elle a été prise est compact ou non. Ok, donc quand j'ai une algèbre de Lie complexe, je peux m'intéresser à ces formes réelles, notamment à celles qui sont compactes. Et c'est exactement ça qu'on fait pour la classification de l'algèbre de Lie réelle, c'est qu'on sait classifier les complexes, mais on va regarder toutes les formes réelles possibles de ces machins-là. Donc c'est essentiellement ça le théorème qui vient. Donc, les algèbres de Lie réelles sont. Donc qu'est-ce qu'on a? On a d'abord on a l'algèbre de Lie complexe semi-simple, c'est-à-dire on a, prenez la liste que j'ai faite avant, vous oubliez que c'est complexe, donc vous oubliez la structure complexe, là tous ces trucs-là que vous voyez comme des algèbres de Lie réelles, ça reste simple et voilà. Donc ça en fait donc SLNC, ça donne une algèbre de Lie réelle simple, par exemple. Ok, donc ça c'est le premier truc. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on a un théorème qui nous dit qu'à chaque fois que je vais prendre une algèbre de Lie complexe semi-simple, donc toute celle de la liste d'avant, je peux toujours trouver exactement une, à l'isomorphisme près bien sûr, forme réelle compacte. Et donc je vais prendre les formes réelles compactes des trucs d'avant. Je mets leur forme réelle compacte parce que il y a extensionnicité de la forme réelle compacte de n'importe quelle algèbre de Lie complexe simple. Ok. Je comprends pas très bien ta définition. Tu dis, à gauche, l'algèbre de Lie est une forme réelle, s'ils sont complexifiés, ils augmentent l'algèbre que je t'ai donné. Donc, Ouais. tout à l'heure, tu donnes un exemple de deux algèbres de Lie qui avaient même complexifié. Ouais. Et SUK, L-K et Ouais. SLN. R. R. Ouais. Même complexifié. Ouais, donc c'est une forme réelle de SLNC. D'accord, mais elles ne sont pas compactes. Aucune des deux est compacte. Parce qu'elles sont définies positives. Pardon? La forme de Killing est définie positive, donc c'est pas compact, c'est ça. Ah, forme de Killing n'est pas définie positive. Bah, c'est-à-dire qu'elle est déproportionnée à la trace. Ouais, mais c'est non dégénéré, mais c'est pas.
C'est pas le plus possible ça? Qui est positif, mais transposé. Trace de X transposé de Y. Oui, il n'y a pas de. Ah, d'accord, ouais, d'accord. Ok. Bah, c'est quoi la signature alors cette fois? La signature, ça va être. Donc, qui? Pour SNR ou pour. Bah, c'est la même, non? Pour SNR et SUN, donc là. C'est la signature de leur complexité, donc comment Non, parce que elle dans le SUKN-1K, il y a quand même SU0N. Enfin, je pense que tu l'as pas exclu. Et lui, il est compact. Oui. Enfin, le groupe est compact. Tu prends K égale 0. Ouais, d'accord, Là, d'accord. ça devient là, ça devient défini. Les cas, strictement comprendre, faut dire ouais. Certes, mais bon, enfin. Ça, a priori, ça dépend de cas. Ah, d'accord, c'est la signature va dépendre de cas. Bah alors attends, c'est vraiment bizarre parce que est-ce que la signature de la forme réelle c'est la même que celle du complexifié? Et ça n'a pas de sens, signature de complexité. Ça va pour une forme binaire, ouais, pour une forme hermitienne. Ouais, d'accord. Ah d'accord, ça veut dire quoi? En fait, une forme binaire complexe non dégénérée, elle est complètement déterminée à isométrie près dans cette dimension. Il n'y a pas d'invariance comme ça. C'est bon? Est-ce que tu peux l'expliquer par I en fait? C'est ça. Cette adverse en positif, on peut carré ça. C'est libre. Je peux avoir un verre. Ok, donc on a les algèbres de Lie complexes simples, il n'y a pas de S. On a leur forme réelle compacte. Donc par exemple, si je prends SLNC, la forme réelle compacte c'est SUN. Si je prends SONC, la forme réelle compacte c'est SONR. Voilà, ça reste l'exemple que je vais donner, sinon. Donc tu dis que toutes les algèbres de complexe simple ont une forme réelle compacte. Ouais. Tu le dis ça, d'accord. C'est Une unique. Une unique. Ah, l'isomorphisme. Attends, unique à quoi après exactement? Toutes deux formes réelles. Deux formes Les réelles morphismes de l'algèbre de Lie? compactes vont s'obtenir l'une de l'autre par un isomorphisme C'est une intérieur. conjugaison ou c'est un automorphisme d'algèbre de Lie? Est-ce que c'est une conjugaison Un automorphisme intérieur dans l'algèbre de Lie. Attends, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que c'est que l'automorphisme d'algèbre de Lie? Mais conjugaison par quoi? Précisément par un élément du groupe adjoint? Comment plus complexe? Attends, Je mérite. Par quoi on conjugue? On a l'algèbre de Lie, donc par quoi il faut conjuguer? C'est-à-dire qu'il va y avoir On va voir le semence. c'est peut-être deux formes réelles. Il faut juste dire ce que c'est que deux formes réelles d'une algèbre de Lie complexe sont conjuguées. Oui, qu'est-ce que c'est? Il va y avoir un automorphisme d'algèbre de Lie qui va envoyer les formes réelles sur les formes réelles. D'accord, et cet automorphisme, est-ce qu'il est. Est-ce que c'est une conjugaison en un sens. C'est un automorphisme, enfin, c'est deux algèbres de Lie qui ne sont pas les mêmes, quoi. Donc, conjugaison, c'est un peu. C'est juste un automorphisme d'algèbre de Lie. Mais je veux dire, quand on regarde prenons l'exemple de groupe. Prenons SU12. Les cas de. Je connais rien, c'est tout bien, mais quand tu prends la décomposition des Wazawa, le cas, il est unique à la conjugaison près. Ça revient à choisir un point que tu fixes. Donc, le fait que tu sois unique à la conjugaison près, est-ce que tout automorphisme d'algèbre de Lie, quand l'algèbre de Lie provient d'un groupe de Lie, est induit par quelque chose dans le groupe? Automorphisme réel, tu vois. Ouais. Ça, c'est vrai dans le cas des algèbres de Lie semi-simples, il me semble. Mais c'est Ah ouais. vraiment général, quoi. D'accord. Ah, C'est dans le cas semi-simple. Donc, on a les algèbres de Lie complètes, on a leur forme réelle compacte. Chaque fois, il y en a une pour chacun. Ensuite, on a d'autres familles dites classiques. Donc, on retrouve SUPQ. On a aussi SOPQ. On a SPPQ, que je ne vais pas définir. On a
le groupe symplectique réel. On a un truc qu'on note SO étoile 2N. On a le groupe linéaire quand même. Et le groupe linéaire quaternionique. C'est un H. Donc ça c'est... bon, disons que je pourrais faire la définition, donc c'est des définitions matricielles qui on peut tout écrire explicitement. Et en plus de ça, on a 12 autres cas exceptionnels. Qui sont des formes réelles des 5 groupes fusionnels de tout à l'heure. Ouais. Donc on va noter, je me souviens quand même, genre E6.1, E6.2, E6.3, etc. pour dire que c'est la première forme réelle, la deuxième forme réelle, la troisième forme réelle. Peut-être d'ailleurs que ce ne sont pas tous des formes réelles des trucs exceptionnels, je ne suis pas sûr. Mais ouais. Enfin bon, en tout cas, cette classification elle a le mérite d'exister, mais disons que c'est très très rare évidemment de démontrer un théorème en montrant que c'est vrai dans tous les cas. Parce que donc faire d'abord tout ce truc là, plus forme réelle, plus ce truc là, plus ça, ça fait quand même beaucoup de cas, mais voilà, ça nous dit un peu qui sont ces objets là. Je vois, j'ai un peu une question. Ouais. Quand tu as un groupe de Lie complexe, donc peut-être une simple, c'est quoi, donc, il a des formes réelles, compactes, d'autres qui ne sont pas compactes. Ouais. Est-ce que tous ceux qui sont non compacts sont isomorphes Z2? Non. Donc combien de classes d'isomorphisme? Un certain nombre. Typiquement ici, donc si tu prends SANC, les formes réelles, tu vas avoir SANR, tu vas avoir aussi les SUPQ, et qui sont 2 à 2 non isomorphes. D'accord. Et sauf erreur, c'est les seuls dans ce cas-là. Mais voilà, en général, tu en as un certain nombre, je ne sais pas si c'est un nom, ça se trouve dans les bouquins. Donc, voilà. Attends, Javier, si tu peux juste préciser 2 secondes, parce que j'ai pas bien écouté. Donc tu as SUPQ, donc c'est la jet de Lie du groupe qui préserve la forme hermitienne signature PQ, et SOPQ Ouais. pareil pour les formes. Ouais. SPPQ, c'est qui ça? Je dis que je ne finirai pas. Non, mais c'est en gros, c'est un truc que tu peux. La meilleure façon de le faire, c'est sans doute de faire la même chose, mais avec des matrices vers dans la quaternion ou quelque chose comme ça. Ok, c'est un truc. Ok, et après c'est des groupes symplectiques. Et Le SO étoile de N, c'est pareil, c'est un truc que j'ai jamais très bien compris qui c'était ce garçon, mais voilà. Ok. Les autres comprennent à peu près mieux. Ok. Donc après, c'est digression zoologique. Donc je vais parler de la décomposition de Cartan. C'est une reconversion, c'est libre. Je débrouille quand même. Ok. Donc la décomposition de Cartan, essentiellement, c'est un truc qui va... on l'a plus ou moins déjà utilisé parce que c'est... le fait qu'il existe une décomposition de Cartan, c'est essentiellement équivalent au fait qu'il existe une forme réelle compacte. Quoi. Essentiellement, pour n'importe quel... c'est pas tout à fait vrai, mais voilà, donc c'est un truc qui, étant donné n'importe quel algèbre de Lie réel, va d'une certaine façon la relier à la forme compacte de sa complexifiée, et ça permet de faire pas mal de choses. Ok, donc la définition est la suivante. Donc, je prends G, algèbre de Lie réel, semi-simple. Et donc je dis qu'une involution de Cartan θ. Donc c'est une involution de G. On comprend que c'est un automorphisme de G en tant qu'algèbre de Lie d'ordre 2.
telle que la forme binaire Bθ de xy qui par définition vaut moins bx θy, on veut que ça soit défini positif. Donc, première remarque, par rapport à ce que j'avais dit tout à l'heure. Si G est compact, si G est compact, j'avais dit que la forme de Killing à ce moment-là est définie négative. Et donc, si G est compact, je peux prendre θ égale identique. Ok. Et donc le théorème, c'est la révolution de Cartan. L'involution de Cartan existe et unique. J'ai un doute là du coup. Ça a bien un sens de dire que c'est unique. Ça dit que si j'en ai deux, oui. Si j'en ai deux, je peux trouver un automorphisme de mon algèbre de Lie qui conjugue l'une dans l'autre. À conjugaison. Ok. Donc le théorème, c'est que ça existe. C'est très bien. Une fois que j'ai ça, ce que je peux faire, donc j'ai une involution. Une involution, donc son carré ça vaut 1, donc ses valeurs propres c'est 1 et moins 1. Donc je peux décomposer G selon les valeurs propres de θ. Donc ça c'est l'espace propre θ égale 1, ça c'est l'espace propre θ égale moins 1. Donc ça je l'appelle K, ça je l'appelle P. Attention, donc on va voir tout de suite que K c'est une sous-algèbre de Lie, alors que P pas du tout. Donc comment ça marche? C'est pas compliqué comment ça marche, essentiellement c'est la même chose que quand vous multipliez des 1 et des moins 1, il faut juste voir où est-ce que vous arrivez. Donc quand vous multipliez 2 1 ensemble, ça fait 1 et donc le crochet de K avec lui-même, ça donne ça dans K. Quand vous multipliez 1 et moins 1, ça fait moins 1, donc le crochet de K avec P, ça donne ça dans P. Quand vous multipliez P avec P, ça va dans K. Ok, donc ça c'est les relations fondamentales que vous trouvez tout le temps dès que vous étudiez les choses sur l'espace symétrique notamment. Disons que la dernière relation, c'est vraiment celle qui distingue les espaces symétriques des espaces homogènes plus généraux. Ok. Une remarque intéressante. C'est que si je regarde l'algèbre que j'appelle U, je garde K, mais plutôt que de regarder P, je prends IP, je multiplie par I. Donc U et G, ils ont le même complexifié, qui est juste le complexifié de K plus le complexifié de P. Et maintenant, par contre, U est compact. Donc ça nous dit que grâce à la décomposition de Cartan, on est capable de retrouver la forme compacte
du complexifié de l'algèbre réelle dont on était parti. Et l'inverse à peu près. Ok. Ok, une autre définition, le rang réel de G. Donc qu'est-ce que c'est le rang réel? Alors je vais donner une définition très algébrique pour le moment. Le rang réel de G, c'est la dimension de la plus grande sous-algèbre abélienne A dans P. Donc il faut penser que... il faut penser quoi? Et je ne l'ai pas encore dit, mais que si je l'ai appelé K, c'est parce que ça va correspondre à quelque chose de compact. Donc ça en gros c'est toute la partie non compacte du groupe qui est concentrée ici. Et donc le rang réel, si vous voulez, c'est ça mesure une certaine dimension du truc non compact. Bon. Normalement c'est assez vague. Ok. Excuse-moi, ce que tu appelles l'évolution de carton, du coup j'imagine c'est le K plus P là? Ouais, l'évolution de Cartan c'est l'égal K plus P, ça c'est l'évolution de Cartan. Est-ce qu'elle est orthogonale pour la forme de Killing sur G ou... Oui, oui. Et elle est définie positive à gauche et définie négative à droite. C'est la signature de G. Pardon? Ça exhibe la signature de G. Oui, c'était la réponse que je voulais donner tout à l'heure. Ça, mais donc il faut un peu de... Il faut encore calculer un petit peu. Quoi, mais... Merci. Ok, donc quelques exemples. Donc si G est compact, là, si G est compact, P c'est 0, donc le rang de G c'est 0 aussi. Pas très intéressant. Si G c'est SNR, alors je peux prendre K, les matrices anti qui est l'algèbre de Lie des matrices de rotation. Je peux prendre P, les matrices symétriques. Donc tout ça de trace nulle. Et comme... donc qu'est-ce que je peux prendre comme sous-algèbre abélienne maximale des matrices symétriques? Je prends les matrices diagonales. Donc A, matrice diagonale, trace nulle. Et donc ça c'est... j'affirme que ça c'est le plus grand qu'on puisse faire. Et donc ça montre que rang G c'est n-1. Un autre exemple de rang, si G égale SOPQ, alors à ce moment-là le rang c'est le minimum entre P et Q. Notamment on retrouve le cas où si on est défini, et ben, ça fait 0. Okay. Donc le rang il mesure un... Voilà. Plus on est compact, moins on a de rang, quoi. Mais c'est un peu plus subtil que ça. Le truc que tu mettais en indice dans la classification, c'était le rang d'une forme réelle ou c'est un hasard que ça fasse la même chose pour SLM ou plus? Le truc que je mettais en indice, c'était le rang complexe du groupe. D'accord. Donc le rang complexe, c'est la dimension maximale d'une sous-algèbre abélienne dans tout court, quoi. Et il se trouve que ici, SNR, c'est une forme réelle qu'on appelle comment on appelle ça en français? Merde. On split, je sais pas, c'est quoi le terme censé?
Déployée, voilà, c'est ça. C'est la forme réelle déployée de SLNC. Donc pour la forme réelle déployée, le rang réel, ça va être le rang complexe. D'accord. Mais c'est pas vrai, par exemple, pour SOP. Ok, ah oui, petite remarque encore. Θ, ça va être quoi en général? Bah, essentiellement, dès que vous arrivez à écrire vos trucs sous forme d'un groupe matriciel, θ, ça va être moins la transconjuguée, quoi. Vous pouvez toujours vous ramener à écrire votre truc comme moins la transconjuguée enfin, c'est comme ça, donc c'est comme ça typiquement que j'obtiens ici le cas de SLNR, où évidemment ici il n'y a pas de conjugué, mais on peut quand même dire transconjugué. Et c'est comme ça qu'on trouve les matrices symétriques. Ok, donc que de la décomposition de Cartan de l'algèbre de Lie au niveau du groupe. Donc je prends G de Lie réel semi-simple. En G égale K plus P pour une involution de Cartan θ. Donc ce que je dis, c'est que θ s'intègre au sens où la différentielle de ça, c'est le θ de G dans G. Donc les points fixes de grand θ, c'est K, sous-groupe fermé de G d'algèbre de Lie K. Si je considère l'application qui va de K croix P dans G qui a K et X associe K exponentielle X, ceci est un difféomorphisme, on appelle la décomposition polaire. Donc ça typiquement dans le cas de SLNR, ça nous dit que toute matrice de SLNR, je peux l'écrire comme une matrice de rotation fois l'exponentielle d'une matrice symétrique. Donc une matrice de rotation fois une matrice symétrique définie positive. Le troisième truc, c'est que, donc j'ai envie de dire K est un compact maximal, des fois ça va pas être vrai parce que K il va toujours contenir le centre de G, et le centre de G il peut être trop gros, mais dès que le centre est fini, K est un compact maximal. Ok. Donc ça voilà, ça c'est vraiment le premier théorème de structure vraiment où essentiellement ça nous dit comment casser notre groupe G. Donc en général dans certains problèmes on arrive bien à traiter ce qui se passe sur le truc compact, donc on a envie de casser les trucs compacts un maximum, et donc là essentiellement ça nous dit qu'on peut d'une certaine façon essayer seulement de comprendre ce qui se passe sur P, quoi. Il faut voir exactement le problème, tout ça, et on a beaucoup d'autres décompositions, type Iwasawa, etc., qui ont un peu le même genre de but. Alors je vais juste unir une autre interprétation géométrique du rang, dont on a déjà parlé je pense il y a 2 semaines. Donc G sur K, c'est un espace symétrique. C'est un espace symétrique, et d'après ce qui est écrit là, il est difféomorphe à un espace euclidien. D'accord. Bon, évidemment, ce difféomorphisme ne respecte pas grand chose, mais c'est quand même important. Donc, par l'exponentielle, il est difféomorphe à l'espace euclidien. Ok.
donc qu'est-ce que c'est le rang réel de G? C'est la dimension du plus grand sous-espace plat totalement géodésique dans G sur K. Donc pourquoi ceci moins intuitivement c'est vrai. Ce qui va se passer, c'est que ce que j'avais dit, c'est que le rang, on prend une algèbre abélienne dans P. Si je prends une algèbre abélienne dans P, donc là-dedans, quand je vais l'exponentier, ça va me donner quelque chose dans G sur K. Le fait que c'était abélien, ça va me donner quelque chose de totalement géodésique parce que je fais une exponentiation. Et le fait que c'est abélien, ça va se traduire sur le fait que ce sous-espace est plat. Ok. Je vais m'arrêter là, en écoutant vos questions. Merci. Est-ce qu'il y a un lien entre la révolution de Cartan et la forme de Mauer Cartan dont j'entends parler tout le temps? Il y a Cartan quoi. Non, voilà, il y a un concept. Non. La forme de Mauer Cartan, c'est un. La forme de Mauer Cartan, je peux en parler, mais ça n'a pas grand chose à voir. C'est pas sur n'importe quel groupe de liste, c'est juste le fait que. La forme de Mauer Cartan, c'est juste. Une forme à valeur dans l'algèbre de Lie qui est définie un peu de façon canonique en disant que en l'élément neutre ça doit avoir l'identité et puis ailleurs ça doit obéir à une certaine propriété d'invariance par rapport au point qu'on est en train de considérer, etc. Ça sert à quoi en gros? Ça sert à faire du. Je sais pas comment dire. Je pense qu'on peut être convaincu que quand on l'a fait une fois dans sa vie. Quoi. Mais ça sert à. Ça sert un peu à généraliser le type de calcul. À généraliser vraiment la notion de dérivée plus que la notion de différentiel. Je sais pas si c'est très clair, mais moi je regarde vraiment ça au niveau d'un concept très proche qui s'appelle la dérivée de Darboux qui voilà, ça permet. En tout cas, ça n'a rien à voir avec des besoins de carte. Est-ce que quand je prends une forme réelle d'un groupe complexe, est-ce que ce qu'on a perdu au niveau du rang, on le retrouve sous forme de dimension des temps maximaux? Ah non, mais ça veut dire ce qu'on a fait. Le rang complexe de la forme complexe moins le rang réel de la forme réelle. Est-ce que c'est la dimension maximale du tort qu'on peut trouver dans la partie compacte? Ça a l'air raisonnable vu la décomposition, mais je ne sais pas si c'est vrai. On a envie de dire qu'une algèbre abélienne, soit il y a une partie qui va dans K et qui va faire des temps maximaux, puis il y a une partie qui survit dans P et qui va contribuer au rang réel. Mais ça a l'air un peu naïf, comme dit. Donc ton truc, ce serait que la différence, c'est la dimension, tu dis de quoi pardon? Du plus grand tort maximal, vraiment tort compact, qu'on peut trouver dans le K. Je pense qu'il y a une inégalité qui est claire, mais je ne sais pas. Ouais, non, c'est possible. C'est possible, je vais dire une bêtise, mais ça me paraît pas aberrant. Ouais. Tu peux revenir sur l'obstruction, pourquoi tu supposes que le centre de G est fini pour dire que G est un compact maximal P? Parce que K va toujours contenir le centre de G. C'est le côté compact qui va pas être le côté maximal. D'accord, et pourquoi le De quoi? Pourquoi faut-il nécessairement que le K contienne le centre de G? C'est pas qu'il faut, c'est qu'il le contient. Mais pourquoi? Ah, pourquoi pourquoi
Je sais pas. Le crochet. Le crochet de PP va dans le cadre. Enfin, si on avait un peu dans P, il ne serait pas dans le sens. Parce que... Bon, du Et puis, le chef faisant, Ah, attends, le centre de l'algèbre de Lie est dans le cas, d'accord. Non, mais le jet de vie n'a pas de centre. Il n'y a pas de centre, t'as pris un groupe de diamètre là. Pourquoi il n'y a pas de centre? Et il pourrait être discret, le centre il pourrait être discret et infini. Le centre il est toujours discret de toute façon. Il est discret. Attends, j'ai pas compris. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de centre? J'ai un groupe de diamètre là, tu pourrais prendre Rn. Semi-simple. Ah, sous-simple, c'est ça, j'ai pas eu autant. D'accord. Tout est toujours J'avais semi-simple. pas vu sous-simple, d'accord. Ok. Peut-être qu'on va continuer les questions en pause café et petit détente. Merci beaucoup, Jérémy. C'était bien.